Bonjour à tous, donc moi c'est pas Xavier Der, je suis Florent Bidot, je travaille au Vinipôle. Mais comme on collabore beaucoup avec l'INRA de Dijon, c'est des sujets qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, j'ai appris ce matin que Xavier était souffrant et que je me fais porte-parole de l'UMR agroécologie de Dijon. Euh, enfin, très rapidement, hein, l'UMR agroécologie, c'est une unité de recherche qui regroupe les forces de l'INRA et de l'Université de Bourgogne. Sur les thématiques liées au biocontrôle au sens large de manière plus précise au stimulateur de défense des plantes, ce qu'on appelle SDP, les relations éliciteurs, plantes et pathogènes. Donc Xavier avait axé la présentation sur un rappel des biocontrôles, un état des lieux, et puis après un peu de perspective sur l'état d'avancement des recherches en cours à Dijon, mais ailleurs aussi. Donc les biocontrôles, il y a une définition assez précise qui a été établie en 2016 par le gouvernement. Donc en fait, c'est un mécanisme de lutte qui reproduit ou qui mime un processus naturel. Donc c'est un moyen de lutte contre les maladies ou ravageurs et qui est présent naturellement dans la nature, ou qui mime quelque chose qui est présent dans la nature. Du coup, il y a 4 types de biocontrôle. Il y a des macro-organismes. Donc là, on fait plus référence à la lutte biologique. Donc dans le cas de la vigne, par exemple, c'est les trichogrammes, des lâchers de petites bêtes qui vont attaquer d'autres bêtes. Et puis après, il y a trois types de biocontrôle là, qui sont sur lesquels on agit plus, qui sont les micro-organismes, les médiateurs chimiques, donc notamment les phéromones, et les substances d'origine naturelle. Et ces 3 derniers types, eux, sont soumis en fait à l'homologation phytosanitaire comme n'importe quel produit chimique développé par une firme ou autre labo. Donc derrière tout ça, il y a quand même une réglementation qui est assez stricte et sévère. Ces produits-là, ils sont contrôlés, ils sont évalués au niveau notamment toxicité pour l'applicateur et l'environnement. Et s'ils intègrent la liste des biocontrôles, c'est qu'ils sont jugés peu ou pas toxiques, pas nocifs en tout cas. Donc la confusion est souvent possible, donc il faut être vigilant. Biocontrôle, ça ne veut pas dire lutte biologique. Donc lutte biologique, c'est typiquement une coccinelle qui mange un puceron, ça c'est de la lutte biologique. Là, on fait référence aux macro-organismes. À ne pas confondre non plus avec agriculture biologique. Donc là, c'est un cahier des charges, ça a été plutôt décrit avant, c'est un label. Il y a les biostimulants aussi, donc là c'est plutôt des produits qui vont activer la croissance de la plante, un peu comme les oméga 3 ou les choses comme ça. Et puis, donc j'en ai un peu parlé, les stimulateurs de défense des plantes. Donc ça c'est un mode d'action en fait, c'est des molécules qui vont activer une défense de la plante. Et en fait c'est un mode d'action qui peut rentrer dans les biocontrôles. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages. Ça, c'est une liste qu'a fait Xavier sur les produits actuellement disponibles en viticulture, en termes de biocontrôle. Donc on retrouve contre les tordeuses beaucoup de phéromones qui sont positionnés par les diffuseurs en fait, qu'on place sur les fils, qui permettent un petit peu de perturber les papillons. Donc là, efficacité jugée de 100%. Une pratique assez ancienne, il y a plus de 20 ans que ça se pratique et on est encore en pleine évolution, en pleine croissance de ce type de lutte. Et puis des insecticides, des bioinsecticides, notamment les Bacillus thuringiensis, où là l'efficacité est quand même assez reconnue. Contre le mildiou, il y a plusieurs produits aussi qui sont autorisés sur toute cette liste de biocontrôle. Donc il y a des huiles essentielles d'agrumes, des oligosaccharides, des extraits de levure, où là, vous voyez, l'efficacité, pour l'instant, elle est jugée insuffisante. C'est des produits qui sont assez récents, probablement encore un peu méconnus, et l'efficacité, elle n'est pas suffisante. Et puis, il y a des produits donc un peu différents, du genre des phosphonates, par exemple le LBG, mais il y en a d'autres, où là, l'efficacité, elle est un peu plus régulière, mais vous voyez que si on regarde ici, c'est un fongicide et un SDP. Donc il y a une action de stimulation de défense, mais il y a aussi une action directe de fongicide.
ce qui explique que c'est plus efficace. Et en oïdium, on retrouve aussi donc, des biofongicides, donc c'est la même chose, et des extraits d'agrumes. L'efficacité est jugée aussi insuffisante hein, par plusieurs essais. Et là, pour le coup, des molécules qui sont directement fongicides, qui agissent sur le champignon directement. C'est le cas de l'armicarbe, bicarbonate de potassium, et du soufre. Le soufre est un produit de biocontrôle, hein, c'est un produit extrait du naturel, avec une efficacité, là, pour le coup, c'est assez reconnu, hein, c'est plutôt efficace. Et puis toute une batterie là, de molécules SDP, donc les oligosaccharides, des extraits de levure et puis des extraits de graines, Stifenia, où là l'efficacité, elle est assez aléatoire et surtout ce qui est gênant, c'est qu'elle est irrégulière et qu'on a du mal enfin nous, à notre niveau, là je prends ma casquette chambre d'agriculture, à prescrire ce type de produit parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, donc, autre cible, la pourriture grise. Donc là, on retrouve aussi des micro-organismes, des huiles essentielles, et puis encore le bicarbonate, avec toujours des efficacités qui sont variables selon les années, selon la pression, selon les conditions. Et maladie du bois, donc c'est une autre cible. Donc c'est des champignons, Trichoderma, qui sont utilisés, où là, l'efficacité, voilà, Xavier a mis un point d'interrogation. C'est vrai que c'est difficile de faire un avis assez ferme sur ce sujet. Il y a des résultats très bons en labo, les résultats sur le terrain ne sont pas encore forcément disponibles, donc on reste dans l'interrogation. Donc ça, c'est le point actuel des produits disponibles. Donc il y a beaucoup de produits, l'efficacité, elle est souvent variable, à part pour le soufre, où là, c'est assez unanime, hein, le soufre fonctionne très bien sur l'oïdium. Dans tous les cas, ces produits, on les réserve plutôt à une pression faible, pour éviter les accidents. Et on l'associe souvent à des fongicides à dose réduite. Donc fongicides soit classiques de synthèse, soit des fongicides organiques, cuivre ou soufre. Ça, c'est la pratique actuelle. Avec beaucoup de limites hein, actuellement. Par exemple, on ne connaît pas tout du mode d'action des SDP. On ne sait pas forcément comment ils rentrent dans la plante, comment ils sont assimilés. Enfin, il y a encore beaucoup de questions, même si je suppose qu'à Dijon, il y a des progrès qui sont faits tous les ans, hein, mais on est encore loin de tout comprendre. Et puis, on reste beaucoup sur des pratiques assez empiriques, assez habituelles, où on se dit le produit marche un petit peu, donc du coup on complète avec un petit peu de produit qui marche bien. Et c'est comme ça qu'on fait des associations et des préconisations assez empiriques. Et au final, l'intérêt pour le viticulteur actuellement, il est assez limité parce que son objectif, c'est de produire suffisamment, de produire bon et d'en vivre. Donc quand on lui propose un produit où c'est pas trop sécurisé, l'intérêt, même si c'est quelqu'un de très, très réfléchi, qui veut progresser, l'intérêt, il reste limité. Mais il ne faut pas désespérer, il y a des perspectives assez encourageantes. Donc en termes de biofongicides, donc des extraits de plantes hein, en tout genre qui sont testés et qui donnent des résultats assez intéressants au laboratoire. Des oligosaccharides, on en a déjà parlé aussi avec des produits déjà existants, mais il y a d'autres qui sont en cours de développement. Et au niveau des SDP, c'est pareil, il y a des produits qui sont assez prometteurs. Hein. Le Bion, alors c'est pas nouveau, c'est utilisé en culture sur céréales, c'est assez performant. Pour l'instant, il y a des réactions assez phytotoxiques sur la vigne, donc ce qui fait que c'est pas encore adaptable. Mais peut-être qu'en formulant différemment, en modifiant le produit, ça peut être intéressant. Et puis d'autres composés, comme des composés volatiles, des terpènes, et puis des protéines. Donc, tout ça, ça fait partie des programmes d'études de recherche de Dijon notamment. Un petit résultat pour illustrer les attentes, les espérances. Donc ici, on a plusieurs essais hein, qui ont été faits sur 3 années, avec en bleu un témoin. Donc on a en assuré la fréquence d'attaque et en plein l'intensité d'attaque. Et après, en vert, d'abord, on a le soufre. Donc c'est un essai sur l'attaque d'oïdium, c'est marqué ici.
Donc on a le soufre qui est la référence hein, partagée par tous les chercheurs au niveau de la maîtrise de l'oïdium. Et on voit que cette référence, elle fonctionne bien, hein, puisque quelles que soient les années, 2010, 11 ou 12, on arrive à bien maîtriser l'oïdium par rapport aux témoins. Et en rouge, c'est un bouillon de culture. Alors, ne me dites pas ce qu'il y a dedans, hein, j'étais pas au manip, mais c'est un mélange de protéines végétales qui ont été sélectionnées et assemblées ici. Et on voit que en 2010, en 2011 et aussi en 2013, parce qu'il y avait quand même une pression sur les témoins qui était assez forte, les résultats sont assez significatifs, plutôt performants, et en tout cas pas loin du niveau du soufre. Donc c'est des choses qui fonctionnent bien en labo. Après, il y a la deuxième phase qui est d'amener ça dans les pulvées de Monsieur Tout-le-Monde. Au niveau de la... Donc ça, c'était... les bouillons de culture, c'est plutôt du type extrait de plantes et oligosaccharides, avec une action directe. Et au niveau de la stimulation de défense des plantes, il y a aussi des évolutions qui sont faites, hein, des progrès qui sont faits. Donc pour illustrer ça, on va passer à un petit schéma qui illustre les réactions de défense. Donc on a ici un agresseur avec des molécules d'alerte, en fait. Ces molécules d'alerte, elles vont se placer sur des récepteurs ici au niveau de la paroi cellulaire. Ça déclenche toute une réaction de défense en cascade pour aller jusqu'au niveau de l'information génétique. Là, on a le noyau de la cellule qui, elle, va déclencher des synthèses de protéines assez spécifiques. Donc, qui peuvent être des phytoalexines qui vont attaquer directement le pathogène, l'agresseur, ou des paires protéines qui sont aussi des réactions de défense. Et aller, ici, donc on a un renforcement, par exemple, de la paroi cellulaire. Enfin, en gros, on a une réaction génétique qui amène une défense de la plante par rapport à l'agresseur. Donc ici, on a le cas d'une attaque d'un champignon, par exemple, et l'idée, en fait, c'est de mimer ça avec des éliciteurs qui ressemblent fortement aux molécules des champignons. Voilà, c'est de faire croire à la plante qu'elle est attaquée pour la forcer à se défendre. Pour illustrer ces défenses naturelles des plantes, c'est une photo, alors ça ne rend pas très bien hein, sur l'écran, mais ici c'est une analyse au microscope de la fluorescence en fait, du resveratrol. Donc à gauche sur Vitis vinifera, alors croyez-moi, il y a quelques taches fluorescentes, elles sont sur l'écran ici, mais pas tant que ça. Donc en fait, le resveratrol, c'est typiquement une protéine de défense suite à une attaque. Donc, sur Vitis vinifera, il y a une réaction, mais qui est assez modérée, alors que sur Vitis rupestris, on voit que la réaction est plus intense. Donc la difficulté, c'est qu'il y a aussi, ça a été dit par Frédéric, il y a des phénomènes qui sont cépages dépendants. Là, sur les défenses, c'est pareil. C'est cépage dépendant, et même ici, c'est variété dépendant, quoi. Donc ça complexifie encore plus la recherche à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une défense naturelle qui est là. La vigne, elle est faite pour se protéger des agresseurs, sauf que souvent, la pression des agresseurs, elle est plus forte que le niveau de défense. Au final, donc même sur les perspectives et les travaux en cours, le niveau d'efficacité, il n'est pas total, mais il semble plus fiable que sur les produits déjà sur le marché. Donc on est toujours dans la perspective et dans l'idée d'associer ça à des fongicides sur le terrain. Bon là ça reprend un petit peu tout ce qui a été dit, on va aller vite. Donc des produits qui ont une efficacité partielle, hein, souvent inférieure à 50%, une efficacité qui est variable d'une année sur l'autre, souvent plus efficace contre l'oïdium que sur le mildiou. Donc là, moi, mon explication, c'est que souvent, on a une attaque qui est plus foudroyante en mildiou. On a vraiment un niveau de pression, on passe de 0 à 100 sur le fait d'une pluie. Donc une attaque très, très brutale, ce qui fait qu'on peut imaginer que les défenses ont du mal à être suffisantes, alors que l'oïdium, on a plus une attaque chronique.
Les modes d'action ne sont pas forcément toujours établis, hein. Alors il y a un débat, c'est le débat de chercheurs, d'experts, entre est-ce que le produit il est fongicide, est-ce qu'il attaque directement le champignon, ou est-ce qu'il va aider la plante à se défendre contre le champignon. Donc il y a le débat notamment sur les phosphites. Et l'association avec les produits qui reste empirique, quoi. Est-ce qu'on met typiquement 50%, 70%, mais pourquoi pas que 15% ou 85%, voilà. Et les perspectives pour demain, donc la recherche, elle est active, hein, quand même, que ce soit à Dijon, à Bordeaux, dans d'autres centres de recherche. Elle est active. Alors, Xavier avait mis sans les grandes firmes. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce qu'on voit que ça bouge quand même au niveau des gens qui proposent des solutions. Voilà, donc par contre, à peine, enfin, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de relation entre les firmes et les labos. C'est un peu chacun dans son coin, mais en tout cas, ça bouge. Les produits avec une efficacité correcte d'origine naturelle sont en cours de développement. Par contre, il y a des conditions pour la réussite, il y a des clés. Donc là, il faudra les trouver, ces clés, et les mobiliser. C'est que c'est envisagé possible si les investissements sont à la hauteur, notamment en termes de formulation des produits. Parce que j'ai déjà dit, au labo, ça fonctionne plutôt bien. Mais après, sur le terrain, quand on a affaire à... on a un environnement, on a du soleil, on a de la pluie, on a tout ça qui change. Donc peut-être que les produits ont besoin d'être formulés différemment qu'au labo. Ça passera dans la pratique si le coût est acceptable, c'est-à-dire si la ressource est suffisante et que ça ne demande pas un surcoût aux viticulteurs derrière. Ça fonctionnera si l'intégration dans le programme elle est optimisée. Et bien entendu, là, ça relève à chacun, à chaque professionnel. Ça fonctionnera si les professionnels sont aussi prêts à remettre un petit peu en question, en doute leur pratique et à intégrer ce type de produits dans leur programme et dans leur protection. Voilà, j'en ai fini. Bien, merci Florent, bel effort d'avoir remplacé au pied levé Xavier sur une présentation que tu n'as pas réalisée. On va passer maintenant à la troisième. Oui, merci beaucoup Florent. Et c'était pas fin, il a appris à 22h hier soir qu'il devait présenter ce matin. Donc encore bravo pour l'exercice.